bonjour à tous. Donc, il ne vous a donc pas échappé que cette année 2022 est celle d'un anniversaire qui nous intéresse au premier chef. En effet, en 1902, comme l'a rappelé Eliane à l'instant, à Montpellier, s'est déroulé le 13e congrès national corporatif, très souvent présenté comme la seconde naissance de la CGT. Ainsi, l'éminente direction de l'IHF-CGT m'a proposé de faire une causerie autour de ce congrès. L'idée générale de mon propos sera donc d'essayer d'éclairer le processus de l'unité ouvrière dont la Confédération est devenue le symbole en 1902. Mais au-delà de l'expression organique de cette unité, c'est également autour de cette période, autour du congrès d'Amiens, que se fixe un certain nombre d'orientations qui, bon an mal an, seront celles de la jeune CGT jusqu'à la Première Guerre mondiale et dont la CGT gardera des traces bien longtemps encore après. Les bornes chronologiques qui encadrent mon travail sont seulement indicatives. Je débuterai mon exposé autour de 1890 avec l'affirmation de l'autonomie ouvrière, de l'idée de l'autonomie ouvrière, et j'irai jusqu'à la synthèse de la charte d'Amiens, sur laquelle je ne reviendrai pas. Donc je ne traiterai pas le congrès d'Amiens. Mais je dirai en liminaire quelques mots sur le contexte national. Le syndicalisme moderne est contemporain d'une seconde industrialisation dont les effets se feront sentir jusqu'aux années 1970. Celle-ci s'appuie sur une série d'innovations technologiques majeures dont je ne résiste pas à égrener quelques exemples. Ainsi, en 1862, Baud de Rochas met au point le moteur à explosion à 4 temps. Entre 1863 et 1875, Charles de Louvrier dessine le plan du premier avion à réaction. Zénon Graham, lui, met au point des génératrices électriques qui ouvriront la voie quelques mois plus tard grâce à l'ingénieur Fontaine au premier moteur électrique. En 1876, Nikolaus Otto met au point le moteur à explosion utilisant le pétrole comme combustible. Graham Bell, quant à lui, invente le téléphone. En 1877, Constantin Semlek invente la télévision, tandis qu'Edison présente le phonographe. En 1890, a lieu le premier vol en avion à moteur par Clément Ader. Enfin, pour finir cette énumération, en 1895, l'année de création de la CGT, les frères Lumière font une projection publique cinématographique à la Ciotat, tandis que William Röntgen découvre les rayons X. Ces inventions et progrès mécaniques vont bouleverser les process de travail, accélérer la production de masse et poussent irrésistiblement au développement de la concentration industrielle. Ainsi, en 1862, moins de 160 établissements en France occupaient au moins 500 salariés. En 1898, on en recense déjà 445. Dans ces établissements, la rationalisation du temps et de l'espace s'impose pour garantir la rentabilité des investissements qui deviennent de plus en plus lourds. L'usage des machines se généralise, à la fois pour des raisons de sécurité et de recherche optimale de profit. Les règlements intérieurs des bains usiniers resserrent la discipline, font la guerre au temps mort et autres retards. Si les bataillons sans cesse plus nombreux des ouvriers spécialisés s'adaptent bon gré mal gré à ces évolutions, les anciennes élites ouvrières ressentent plus durement la perte d'une autonomie professionnelle auquel elles étaient très attachées. Ce qui ne sera pas sans conséquence d'ailleurs sur les revendications et les stratégies ouvrières. La concentration se produit également dans le commerce, où à la fin du siècle, la Samaritaine et les Galeries Lafayette rejoignent les temps de la consommation que sont le Bon Marché, fondé en 1838, ou le Printemps, durant le Second Empire. Mais le commerce et la distribution, le mot commence à se généraliser à cette époque, connaît d'autres voies, avec notamment l'essor du commerce par correspondance. La manufacture d'armes de Saint-Étienne ne vend pas que des fusils et des pièges à rats, tandis que les filatures de la Redoute ne se contentent pas de vendre aux ménagères que des pelotes de laine. Félix Potin, quant à lui, invente le succursalisme avec une kyrielle de dépositaires en province qui adopte sa marque. Durant la période,
On assiste également à un effort de modernisation et d'adaptation sans précédent des cadres juridiques, comptables et fiscaux. La pièce maîtresse de ce dispositif est la loi du 24 juillet 1867 qui devient le texte de base des sociétés modernes. Le capital a désormais un cadre juridique, comptable, cohérent et adapté aux évolutions en cours. Pour autant, il ne faut pas exagérer l'ampleur de cette modernisation. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les grands équilibres sociaux ne sont guère menacés par les effets de la seconde révolution industrielle. L'apparition des secteurs de cette révolution, la chimie lourde, l'électricité, le pétrole, le caoutchouc, l'automobile, ne remettent pas encore en cause l'équilibre ancien entre les branches. Ainsi, en 1906, le textile emploie 10 fois plus d'ouvriers et d'ouvrières que la chimie et représente encore 40% de la population industrielle, suivie par la métallurgie, elle-même très diverse, et le bâtiment. En outre, les contours de la géographie industrielle sont loin d'épouser uniformément ceux de la métropole. La France ouvrière est désormais essentiellement la France du Nord et du Nord-Est. Elle est celle aussi des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, qui voient leur périphérie s'industrialiser, ainsi que quelques isolats spécialisés dans les ports ou quelques bassins industriels ou miniers isolés, comme le Creusot, la Grande Combe, Carmaux, Decazeville, Mazamet, Vierzon, Limoges, etc., etc. En outre, l'héritage de la Révolution française a permis en France de protéger la petite et moyenne propriété, ce qui contribue à fixer dans les campagnes un nombre toujours élevé d'hommes et de femmes. C'est le domaine par excellence de la petite production, qui continue d'employer bon nombre d'ouvriers et d'ouvrières au statut ambivalent. Beaucoup conjuguent période de travail salarié et production à leur compte. Finalement, la France ouvrière à la fin du XIXe siècle s'avère très diverse. Cette situation explique sans doute que, contrairement à la situation de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, la France n'a pas connu avant les années 1930 l'émergence d'une classe sociale homogène, durant très longtemps. L'identité des travailleurs se fondera en France sur des facteurs qui seront ceux du premier XIXe siècle. Le syndicalisme en France, donc, se trouve confronté au problème que pose le passage d'une économie capitaliste classique aux premières manifestations de l'impérialisme, pour reprendre une terminologie héritée des travaux de Rudolf Hilferding ou Lénine. L'enjeu, pour le mouvement syndical français durant la période, sera de déjouer les tentatives d'intégration républicaine et de gagner son autonomie. Donc, quelle est la situation du mouvement ouvrier à la fin des années 1880 ? Au lendemain de la Commune, le mouvement ouvrier est durement frappé. Dès 1872, la reprise économique favorise le retour des grèves offensives. Soucieux de rallier sous le drapeau de la modération, les débris de l'armée ouvrière hachée par le massacre, pour reprendre une expression de Benoît Malon, Léon Gambetta et ses amis encouragent le développement d'un syndicalisme de conciliation et de service. Mais la conquête des institutions par les républicains en 1877 stimule la combativité ouvrière. Les grèves connaissent alors un rebond spectaculaire, et durant les assises ouvrières tenues en Lyon en 1878, on évoque déjà la formation d'un parti socialiste ouvrier. Souvent victorieuse, cette poussée gréviste contribue à saper les vieilles préventions tactiques et théoriques à l'encontre des grèves et favorise l'essor du mouvement syndical. Un premier effort de concentration se produit. Les premières fédérations nationales professionnelles émergent alors, les chapeliers en 1876, les typographes en 1881, le bâtiment en 1882 et les métallurgistes en 1883. En 1886, un premier regroupement des formes syndicales s'opère avec la création d'une fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France et des colonies, appelée plus communément FNS. Fait frappant, l'initiative de ce congrès appartient à l'Union des chambres syndicales ouvrières de France, patronnée par le très modéré Joseph Barberet, qui tente alors une ultime manœuvre pour soustraire les corporations aux influences des syndicats de tendance collectiviste. Mais les temps ont bien changé. Les congressistes réunis à Lyon ne se satisfont plus d'une action économique immédiate. Ce qu'ils attendent, c'est un effort concerté d'organisation et de recrutement. Il s'agit, face à la puissante organisation bourgeoise,
de créer une fédération des syndicats locaux. Incontestablement, sur le plan organisationnel, la construction souffre de graves défauts. Les attributions respectives de chaque niveau de l'organisation manquent de précision. L'extrême autonomie des formes syndicales locales freine les capacités d'impulsion venues du sommet. Pris isolément, les organes semblent mal fonctionner. Les trois commissions, celles de la propagande, de la presse et des statistiques, qui forment les organes du Conseil général, n'ont dans les faits qu'une activité extrêmement réduite. En outre, dès 1887, au congrès de Montluçon, les guédistes mettent la main sur la nouvelle organisation. Cette mainmise des guédistes est violemment dénoncée par les autres chapelles socialistes et contribue à tenir éloigné de la jeune fédération bon nombre de travailleurs. Car, loin d'être uniforme et homogène, le mouvement ouvrier français est traversé par de très nombreux courants qui se répartissent selon différentes formes d'allégeance. Les modérés se distribuent ainsi entre coopérateurs, positivistes, radicaux, tandis que les révolutionnaires se déchirent rapidement en chapelles rivales, les blanquistes, les possibilistes, plus tard les alémanistes, etc., etc. Or, l'organisation des grèves, la création des syndicats, l'organisation des bourses du travail sont souvent le fait de militants socialistes. Et il est alors souvent difficile de différencier ce qui relève de la branche syndicale ou de la branche politique dans l'action du mouvement ouvrier. Mais face à l'émiettement du socialisme en secteur rival, une fraction de plus en plus active des forces ouvrières défend l'indépendance et l'autonomie des organisations ouvrières. Cette méfiance, bien sûr, s'exerce d'abord contre l'État et les tentatives d'intégration menées par celui-ci, mais elle vise aussi l'action des partis. L'affirmation de l'autonomie ouvrière, et donc la rupture idéologique avec le guédisme, va se faire sur la question de la grève générale. L'idée n'est pas nouvelle. Elle surgit en France durant les prodromes de la Révolution française. En 1774, Sylvain Maréchal, le futur auteur du Manifeste des égaux, lance cet avertissement. Que deviendraient-ils, ces nobles ingrats, si le peuple qui les nourrit leur retirait sa main laborieuse et bienfaisante? Mais c'est principalement à la fin des années 1880 que la notion commence à pénétrer les masses ouvrières. À Montluçon, en octobre 1887, lors du deuxième congrès de la FNS, un débat s'organise sur l'utilité et l'efficacité des grèves partielles pour contraindre les exploiteurs à respecter les revendications ouvrières. Une cessation générale du travail ne serait-elle pas plus efficace? Commencent à s'interroger certains. Signe que l'idée de la grève générale progresse fortement dans les esprits, le congrès corporatif de Bordeaux-Bouscat, qui se tient en novembre 1888, adopte une résolution qui mentionne que seule la grève générale peut entraîner les travailleurs vers leur émancipation. Fait surprenant, il ne semble pas alors que les dirigeants du Parti ouvrier de Jules Guesde étaient alors hostiles à cette résolution, alors qu'elle est indéniablement contraire à leur doctrine révolutionnaire. De fait, l'année suivante, au congrès de Calais, les guédistes rectifient le tir, mais de manière ambiguë. Ils distinguent alors la grève générale révolutionnaire condamnable et la grève générale d'une corporation et qui à leurs yeux est la seule légitime. Donc, tandis que les guédistes se détournent prudemment de la grève générale, un nouveau courant socialiste issu d'une scission entre possibilistes s'empare du principe. Il s'agit des alémanistes. Jean Allemann, ouvrier typographe, met l'accent sur l'action économique directe et l'autonomie syndicale. Dans cette perspective, les alémanistes considèrent la grève générale révolutionnaire comme la méthode la plus directe pour parvenir à l'abolition du salariat. Quoi qu'il en soit, cette idée de grève universelle exerce sur les syndicats une attraction toute particulière. Elle incarne à leurs yeux une perspective de révolution sociale qui ne paraît dépendre que de leur seule volonté. Et cette idée de l'autonomie ouvrière va trouver dans la création, en 1892, de la Fédération des bourses, un solide point d'appui. Les bourses représentent une forme originale de structure ouvrière et ont sans doute contribué à donner au syndicalisme français son originalité. Centre de réunion des organisations ouvrières, les bourses du travail centralisent le placement, organisent les secours de grève, offrent parfois des cours professionnels, une bibliothèque et servent de relais à la propagande syndicale. Les bourses sont aussi des centres de résistance et de propagande révolutionnaire. Dès son congrès fondateur,
la Fédération des bourses affiche sa volonté d'indépendance vis-à-vis de l'État et affirme la nécessité absolue de se tenir à l'écart de l'action politique et insiste sur l'unité ouvrière. Cette proposition d'unité sera reprise un an plus tard au congrès de Toulouse et elle va prendre la forme d'un appel à l'organisation d'un congrès ouvert à l'ensemble des chambres syndicales et groupements corporatifs dans le but d'unir l'ensemble des forces ouvrières. Mais comment unir celles-ci? Cette question va occuper l'essentiel des débats de Toulouse. Puisqu'il existe deux organisations distinctes, le plus simple paraît de les unir. Le Congrès émet donc le vœu que la Fédération des bourses et la Fédération nationale des chambres syndicales se fondent en une seule organisation. La résolution pose implicitement le principe de la double affiliation par lequel tous les syndicats ouvriers existants devront dans les plus brefs délais adhérer à leur fédération de métier ou en créer s'il n'existe pas et se former en fédération locale ou bourse du travail. Convoqué à Nantes en septembre 1894 en vue de la réalisation de la l'unité ouvrière, le deuxième congrès national corporatif est soumis d'emblée à de très fortes tensions. Les discussions autour de la grève générale sont vives. Les anarchistes, les révolutionnaires hostiles au guédisme, en particulier les alemanistes et les blanquistes, et les dirigeants des bourses sont très décidés à briser la domination des guédistes sur la Fédération nationale des syndicats. Dans ce contexte, le Congrès va prendre deux décisions significatives et majeures. D'abord, en réaffirmant le principe de la grève générale, il sonne la défaite des guédistes. Et ensuite, sur l'unification des formes syndicales, le Congrès ouvre la voie à l'unité des forces ouvrières. L'échéance en est fixée au prochain Congrès de 1895, qui se tiendra à Limoges. Tu as gagné le droit de boire un verre d'eau. Merci. Avant d'attaquer. Ça va le débit? Oui, très bien. On peut en profiter pour faire nos premières remarques. Non, voilà, ça va. Souffle. Allez. 1895. Donc, lorsqu'elle se constitue en 1895, la Confédération doit composer d'emblée avec les particularités corporatives et idéologiques qui traversent le monde du travail. Les syndicats locaux ou nationaux, auxquels il faut indexer les caisses d'entraide, les mutuelles et les bureaux de placement qui gravitent autour d'eux, forment des groupes aux contours et à la taille infiniment variés. Au-dessus des syndicats, cotisent des ensembles professionnels plus vastes, formés par les premières fédérations de métiers ou d'industrie, telles que les typographes, les métallurgistes, les mineurs. Et pour compliquer le tableau, apparaissent principalement dans les grandes villes des organisations dites horizontales, unions diverses et bourses du travail, qui fédèrent à leur échelle de leur territoire les différents corps de métier. Les diversités idéologiques n'y sont pas moindres. Quoi qu'il en soit, cet émiettement en allégeances diverses des forces organisées du mouvement ouvrier n'est pas l'expression d'un délitement prochain, mais bien plutôt le signe d'une juvénile vitalité. 10 ans après leur reconnaissance légale, les syndicats se trouvent d'âge et de taille à être émancipés. La virulence des débats à propos de la grève générale et la rupture opérée à Nantes lors du congrès de 1894 démontrent qu'au-delà des divergences, les syndicats désirent faire eux-mêmes leurs affaires et pensent pour cela qu'il est nécessaire de sortir la lutte du terrain politique pour la porter sur le terrain économique, leur terrain naturel et le seul qui, d'après eux, soit solide. Le congrès fondateur de la CGT ne peut que constater cette très grande diversité des organisations appelées à la rejoindre et la variété des expressions portées par celles-ci. Il semble même l'admettre comme un fait. L'examen des rapports envoyés aux commissions à propos du plan général d'organisation corporative témoigne de l'indécision des congressistes sur le futur modèle à adopter. Finalement, le Congrès élabore un document très complet, quoique très peu développé. La Confédération générale du travail admet donc dans ses rangs syndicats, bourse du travail, unions ou fédérations locales des syndicats de diverses professions ou de métiers similaires, fédération départementale ou régionale de syndicats, fédération nationale de syndicats et de diverses professions, union ou fédération nationale de métiers et syndicats nationaux, fédération de l'industrie, enfin, unissant différentes branches de métiers similaires, et fédération nationale des bourses du travail. La CGT, mais aussi ses éléments constituants, devront donc se tenir en dehors de toutes les écoles politiques. Son objet est défini avec précision, et l'article 2 des statuts précise que la Confédération a exclusivement pour objet d'unir sur le terrain économique
et dans des liens d'étroite solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale. Le terme confédération est privilégié à celui de fédération. Sans doute incarne-t-il mieux la volonté de rassemblement et de coordination exprimée par les congressistes. Il ménage, en outre, les susceptibilités autonomistes des éléments constituant la confédération. Les articles suivants des statuts constitutifs installent un conseil national en charge du secrétariat, de l'administration et de la politique confédérale. Pour composer le conseil national, les unions ou fédérations locales, départementales ou régionales désigneront chacune un délégué. La Fédération des bourses du travail, les syndicats nationaux et les fédérations nationales de syndicats de diverses professions concourent à la même industrie, éliront, elles, chacune 3 délégués. Cette représentation au Conseil n'est pas sans présenter de graves défauts. Outre sa complexité, elle instaure un déséquilibre de fait très préjudiciable entre la Fédération nationale des bourses, qui ne dispose que de 3 délégués au Conseil, alors que, par exemple, les fédérations professionnelles disposent chacune d'un même nombre de délégués. Mais comment qualifier l'édifice consacré à Limoges? Maxime Leroy, dans La coutume ouvrière, semble hésiter. La CGT n'est pas une sorte de syndicat supérieur, mais elle n'est pas non plus une association de personnes, car en tant que telle, elle n'a pas de vie autonome. Elle n'est pas non plus un groupement supérieur qui se superpose et complète les divers rouages des fédérations. Clément Beausoleil, quant à lui, évoque une sorte de ministère du travail libre, capable d'organiser la production et la consommation, et de pallier à l'organisation capitaliste si un jour les circonstances le permettent. Ce dont accouche le congrès de Limoges est en réalité un pêle-mêle ingouvernable. Un comité d'action syndicale et corporative est constitué dès octobre 1895. Il sera dissous le 5 janvier 1896. Il est composé de 8 membres, dont la tâche principale est de convaincre les organisations ouvrières de rejoindre la CGT. Un premier bureau est formé le 4 décembre 1895. Il complète l'édifice, mais n'a que très peu de pouvoir. Malgré tout, la jeune confédération va devoir s'attacher à réduire les défauts les plus criants de sa constitution initiale. Il lui reste aussi à construire sa crédibilité. En outre, la CGT balbutiante se heurte à l'hostilité de la Fédération des bourses du travail, dont le principal animateur est Fernand Pelloutier. Sa conception de l'unité syndicale, il l'expose lors du congrès de Nantes en 1894. Pour lui, avant toute chose, il est nécessaire d'organiser les travailleurs à la base, fortifier l'existant plutôt qu'unir des organisations squelettiques. Telle est pour l'heure la préoccupation première de Pelloutier. Pour le principal animateur des bourses, l'essentiel demeure l'organisation des travailleurs au sein des bourses et des trop rares fédérations professionnelles, et veiller à ce que chacune remplace les tâches qui lui sont dues. De cette attitude, il n'en demandera plus jusqu'à sa disparition en 1901. Et son hostilité envers la jeune CGT sera constante, et d'ailleurs, dès février 1896, Pelloutier constate que la CGT n'a plus aucun objet, et sans objet. Ainsi, en but à l'hostilité de la Fédération des bourses, les débuts de la CGT sont laborieux. Les 2 premiers congrès de la CGT, Tours 1896 et Toulouse 1897, n'apportent que des modifications légères au statut voté par la constituante de Limoges. Néanmoins, un effort particulier est fait pour supprimer, ou tout du moins, diminuer les superfétations et les enchevêtrements d'organisation. L'adhésion directe des bourses est supprimée. Les syndicats isolés ont l'obligation de se fédérer et ne sont plus admis qu'au cas exceptionnel où il n'existe pas de fédération dans leur profession. La composition du bureau confédéral est précisée. Il est composé dorénavant de 5 membres, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier général, un trésorier adjoint et un archiviste. Des règles de financement de la Confédération sont également arrêtées. Mais l'innovation la plus spectaculaire concerne l'organisation du comité confédéral. Elle a lieu à Toulouse au congrès de 1897. Dorénavant, celui-ci n'est plus formé que par la réunion du comité fédéral des bourses et de délégués des fédérations corporatives nationales formant l'esquisse de ce qui sera la solution adoptée au congrès de Montpellier en 1902. L'année 1898 est caractérisée par une dégradation brutale des relations entre la Fédération des bourses et la CGT. Certes, Fernand Pelloutier, le secrétaire des bourses, et Laguels, son homologue pour la Confédération, entretiennent des rapports exécrables. Mais cette explication paraît beaucoup trop commode. En réalité,
Le syndicalisme subit dans cette période les contre-coups de l'agitation provoquée par l'affaire Dreyfus et ses suites, mais réagit aussitôt à des évolutions plus profondes. En effet, la décennie 1890-1900 vit l'Assemblée nationale ouvrir ses portes aux socialistes. Beaucoup d'entre eux alors abandonnent leur aspiration révolutionnaire pour se tourner vers une stratégie exclusivement électoraliste. Aux yeux de beaucoup d'ouvriers révolutionnaires, le socialisme politique, qu'il fût guédiste ou réformiste, devient synonyme de politicien opportuniste. Se révoltant contre ce socialisme parlementaire, la plupart des ouvriers révolutionnaires tournent alors le dos à l'action politique et investissent leur énergie dans le syndicalisme révolutionnaire. C'est dans ce contexte qu'éclate l'affaire Dreyfus, qui voit les éléments prolétariens se séparer nettement en deux groupes. Si Pelloutier, inquiet du triomphe du parti clérical et réactionnaire, pousse la CGT à s'engager en faveur de la révision, celle-ci, au contraire, se tient sur une réserve prudente. Mais l'affaire précipite surtout l'avènement au pouvoir, en 1899, d'un gouvernement de défense républicaine dirigé par Pierre Waldeck-Rousseau, avec, dans ses rangs, la présence d'Alexandre Millerand, figure de proue du socialisme parlementaire, qui va donner à son ministère un vernis beaucoup plus social, qui tranche avec le conservatisme de la République opportuniste. Quoi qu'il en soit, la République cherche à renouer avec la classe ouvrière. La création du Conseil supérieur du travail en 1899, ou le projet de loi déposé la même année pour étendre la capacité civile des syndicats, vont dans ce sens. Mais cette tentative d'enregimentement des forces ouvrières n'est pas sans conséquence pour la CGT, car rapidement, les ouvriers se rendent compte que la présence de socialistes au sein de l'appareil d'État ne change rien à leur sort, que les rapports de classe demeurent identiques et que la police, l'armée, la justice fonctionnent exactement comme par le passé. Cette prise de conscience va provoquer au sein du prolétariat français une double réaction, à la fois contre le socialisme parlementaire et l'État. Elle va contribuer à propulser sur le devant de la scène une génération de syndicalistes révolutionnaires et va fortifier le séparatisme ouvrier. La disparition prématurée de Pelloutier en 1901 va donc lever les principaux obstacles en faveur du rapprochement de la Fédération des bourses et de la CGT. Le 9 juin 1901, Louis Niel, qui est secrétaire de la Bourse de Montpellier, impulse dans la voix du peuple un débat autour de la nécessaire unité ouvrière. Les tentatives, certes malheureuses, d'unifier le Parti socialiste poussent les syndicalistes à examiner avec plus d'attention la question de l'unité syndicale. Et le Congrès corporatif international, tenu à Paris en 1900, contribue lui aussi à mieux faire sortir la nécessité d'une centralisation des forces syndicales. Quoi qu'il en soit, la question de l'unité ouvrière est à l'ordre du jour du prochain congrès des bourses qui se tient à Nice en 1901. Louis Niel y fait preuve d'une grande éloquence. On l'objecte, dit-il, qu'il est indispensable que les deux organisations centrales existent pour se stimuler réciproquement. Je partagerais entièrement cette manière de voir si ces deux organisations n'avaient pas les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes hommes, et si elles avaient un programme distinct. Mais puisqu'elles ont toutes les deux les mêmes éléments, et que toutes deux se proposent le même but, l'émancipation intégrale des travailleurs, la séparation devient alors inutile. Le discours de Niel impressionne les délégués de Nice qui décident de mettre la question de l'unité ouvrière au prochain congrès. De la même manière, les délégués de la Confédération décident de remettre la question de l'unité au prochain congrès qui est fixé à Montpellier en 1902. Donc le congrès de 1902 à Montpellier offre véritablement le caractère d'une sorte d'assemblée constituante qui devait cette fois-ci organiser définitivement la constitution unitaire des syndicats français. Je ne vais pas faire un examen minutieux du Congrès, mais je dirai quelques mots sur quelques questions soulevées par le Congrès et qu'il me semble utile pour caractériser soit les hommes qui dirigent le mouvement syndical, soit le mouvement syndical lui-même. Les premières séances sont tout entières consacrées à la vérification, comme toutes les séances de Congrès, à la vérification des mandats et à la discussion du rapport du comité confédéral. Je passerai rapidement sur la discussion de ces premières séances, juste pour signaler que celle-ci laisse deviner certes de graves divergences d'opinion, mais elle révèle aussi que dans leur très large majorité, les intervenants, la préoccupation de tenir à distance la politique et lui interdire de prendre le pas sur les questions purement syndicales est totalement prégnante. Elle révèle aussi que le Congrès est divisé en deux parties.
les révolutionnaires, parmi lesquels beaucoup de libertaires, mais aussi des blanquistes et des guédistes, qui repoussent tout rapprochement, même momentané, avec les partis ou le pouvoir bourgeois, et les réformistes, qui préconisent au contraire, eux, l'emploi de tous les moyens propres à améliorer la condition ouvrière. Les représentants de cette dernière tendance sont en particulier les délégués des grandes fédérations. Je pense à celle du livre, Auguste Koeffer, ou les mécaniciens, Coupa. Quelle est la situation de la Confédération telle qu'elle résulte de la lecture du rapport? Pour être honnête, elle n'est guère brillante, tout en étant en progrès par rapport au premier congrès confédéraux. Elle regroupe en 1902 35 fédérations et syndicats nationaux et 14 syndicats non fédérés. Il faut noter que des fédérations importantes, je pense à celle des mineurs par exemple, des allumetiers, des travailleurs de la marine de l'État, des transports maritimes, les gantiers, ne sont toujours pas confédérés. Le premier débat important touche à la question de l'unité ouvrière. Ça sera la question principale et dominante de ce congrès. C'est une nouvelle fois le délégué des bourses de Montpellier, Louis Niel, qui vient une fois de plus exposer les raisons qui plaident en faveur de l'unité et la nécessité d'un organisme unique s'exprimant sur toutes les questions intéressant le prolétariat. À Montpellier, il n'y a, à proprement parler, pas d'adversaire de l'unité ouvrière, mais il y a un grand nombre de plans différents de l'unité. 2 ou 3 intervenants vont se succéder à la tribune pour l'exposer. Mais les délégués du Congrès s'avisent qu'un tel procédé ne conduira à rien. On décide donc la création d'une commission de 15 membres qui vont délibérer sur les projets en cours. Au bout de 15 heures de délibération, la commission va revenir au Congrès et proposer son projet. Je ne vais pas donc synthétiser toutes les discussions sur l'unité ouvrière, mais plutôt faire quelques zooms sur les questions les plus importantes. L'article 1 est voté sans discussion, ce qui peut paraître surprenant, car elle modifie sensiblement l'objet de la Confédération en introduisant une nouvelle formulation. Pour la première fois, elle précise que la CGT groupe en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat au lieu et place de l'émancipation intégrale. Permettez-moi donc de faire un petit retour sur cette idée de l'abolition du salariat. Elle est née au tout début du XIXe siècle. Ainsi, à la fin des années 1820, les héritiers de Saint-Simon retracent l'histoire de la transformation successive de l'exploitation de l'homme par l'homme, dont la dernière forme, après l'esclavage et le serf, est le travailleur salarié. En 1842, l'ex-saint-simonien et l'ex-fourriériste Constantin Pecker résume les doctrines d'émancipation de la classe ouvrière. Louer son travail, c'est commencer son esclavage. Le travail, c'est l'homme. Pour démonter les limites des systèmes corporatifs et pour prôner, à l'instar des Saint-Simoniens, que l'association par l'expropriation des instruments de travail et leur socialisation. Karl Marx, Friedrich Engels, pouvaient écrire dans le manifeste du Parti communiste l'existence, en 1847, l'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers, la formation et l'accroissement du capital. La condition d'existence du capital, c'est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Et ils firent valoir ce point de vue lors d'une conférence donnée en 1865 devant l'Association internationale des travailleurs, qui sera publiée par la suite sous une forme de brochure célèbre intitulée « Salaire, prix, profit », dans laquelle l'abolition du salariat devient le levier de l'émancipation intégrale des travailleurs. Côté syndical, la CGT définit ainsi le but de l'organisation lors de sa fondation au congrès de Limoges. La Confédération du travail a exclusivement pour objet d'unir sur le terrain économique et dans des liens d'étroite solidarité les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale. Il faudra donc attendre le congrès de Montpellier pour que la CGT parle expressément d'abolition du salariat et du patronat. Je reviens à mon propos après cette petite aparté. L'article 2 des statuts votés à Montpellier va soulever par contre de très nombreuses interventions. Il détermine de la manière suivante les organisations qui feront partie de la Confédération. Il distingue 3 catégories. La première qui rassemble les fédérations nationales d'industrie et de métiers et les syndicats nationaux.
les bourses du travail, considérées comme unions locales, départementales ou régionales de corporations diverses, et la Confédération, enfin, admet outre les syndicats dont la profession ne sont pas encore constitués en fédération. De nombreuses interventions, je disais. On peut malgré tout tenter un effort de sériation. En fait, on peut distinguer 3 grands thèmes de discussion qui ramassent la quasi-totalité des interventions. Elles vont porter sur la représentation directe ou non des syndicats à la CGT, c'est le projet des métallurgistes de l'Oise, la concurrence entre les bourses et l'union locale, enfin, le débat métier et industrie. Je vais dire quelques mots sur ce débat fédération métier et d'industrie. C'est en réalité une vieille question. Déjà en 1895, la CGT, qui n'était pas sourcilleuse, ouvre grande ses portes aux diverses unions locales et fédérations locales ou nationales. Entre le camarade Riom du bâtiment, qui cessait de défendre le principe de l'organisation industrielle, le camarade Briou du syndicat des typographes de Limoges, lui, milite à l'inverse en faveur des fédérations de métiers. Mais la CGT, elle, refusera de trancher. Le débat va rebondir au congrès de Toulouse, en 1897. La commission spéciale du congrès conclut en faveur du métier. L'exposé des motifs laisse apparaître des motivations très prosaïques. Si les fédérations de métiers sont, semble-t-il, préférées aux organisations industrielles, c'est parce qu'elles paraissent plus riches. L'argent semble aller aux groupements les plus particularistes. Or, pour soutenir les grèves, financer le viaticule et assurer les solidarités alimentaires, il faut de l'argent. Mais la réflexion des partisans du principe industriel s'enrichit et gagne en crédibilité. Au congrès de Rennes, en 1898, Beausoleil, délégué de la Bourse du travail de Versailles, esquisse un premier schéma de regroupement en 18 fédérations qui demeure un intéressant projet d'organisation par industrie. Au congrès de Paris, en prenant appui sur l'évolution d'une branche comme la chaussure, Victor Greffus démontre l'obsolescence de la référence au métier, alors que les progrès de la mécanisation et de la division du travail bouleversent les qualifications traditionnelles. En fait, la spécialisation industrielle répond en réalité à des exigences plus profondes qui touchent à la nature du syndicalisme que l'on entend déployer. Le principe industriel favorise les solidarités de classe, plus les forces syndicales seront regroupées et plus leur puissance morale et matérielle progressera. À Montpellier, le débat sur cette question oppose Retz de la métallurgie à Coupa, secrétaire de la Fédération des mécaniciens. Le premier demande que seules les fédérations d'industrie soient admises. Le second rétorque que si les fédérations d'industrie, parfois, parviennent à grouper un nombre absolu d'ouvriers considérable, par contre, celles des métiers réunissent dans chaque profession un temps pour cent beaucoup plus important. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il convient pour chaque métier que la majorité des ouvriers soient syndiqués. Finalement, une fois encore, le Congrès refusera de trancher, et il faudra attendre 1906 pour que le principe industriel s'impose, sans difficulté d'ailleurs. Une autre question qui va soulever de très nombreuses interventions concerne l'article 4, qui précise « Chaque organisation adhérente à la Confédération Générale du Travail sera représentée par un délégué. L'ensemble de ces délégués constitue le comité confédéral. » En fait, il s'agit de la question de la représentation proportionnelle. Les grandes fédérations, évidemment, réagissent immédiatement, et vous comprendrez facilement pourquoi. Mais le Congrès demeure réfractaire au principe proportionnel, qui, lui, sera définitivement rejeté au Congrès de Bourges en 1904. Finalement, au terme de débats sur l'unité, la Confédération Générale du Travail se divise en 2 sections autonomes. La première prend le nom de section des fédérations et la seconde de section de la Fédération des bourses. Chacune des 2 sections nomme des délégués qui constituent respectivement le comité des bourses et le comité des fédérations. Chacun de ces comités est composé d'un bureau, composé d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un archiviste. Les 2 comités réunis forment le comité confédéral. Et le secrétaire du comité des fédérations devient de facto secrétaire général de la CGT. Il s'agit donc de la seconde naissance de la CGT à la réunion des 2 comités. Après avoir épuisé la question de l'unité ouvrière, le congrès va aborder différentes questions. Je ne vais pas toutes les aborder, elles ne nous intéressent pas directement sur notre sujet. Je n'en parlerai que d'une seule, qui d'ailleurs sera très peu traitée,
mais elle concerne la question de la grève générale. Non plus pour en discuter du principe, qui n'est plus contesté, mais plutôt de rechercher comment, au lendemain d'une grève générale triomphante, à ce moment-là on parle de révolution, il faut être clair, les bourses du travail et les syndicats assureraient la production et la distribution de richesses. J'en dirais bien plus, mais je tenais à vous signaler l'article à ce sujet de Michel Pigenet qui a été publié dans le cahier numéro 155 et qui concerne donc ces propositions. En réalité, comment dirais-je, cette question de la grève générale avait été abordée par un questionnaire qui avait été adressé aux militants de la CGT par l'intermédiaire de la Voix du Peuple et qui portait sur comment voyez-vous la société future après une grève générale révolutionnaire réussie. Pour tout dire, et si ça pourra peut-être rassurer Daniel Vatan, les résultats à ce questionnaire furent modestes. Il y a eu très peu de réponses, très souvent imprécises. Donc vous voyez, les difficultés se posaient dès 1902 sur ce type de sujet. Finalement, après 1902, le syndicalisme adopte son visage singulier, et qui sera le sien pour de très longues années. Ni traînier d'unionisme à l'anglaise, ni école primaire du socialisme, comme dans la conception social-démocrate du mouvement ouvrier allemand, mais un syndicalisme de lutte et de classe, fondé sur la confrontation démocratique et orienté vers des transformations sociales révolutionnaires. Un dernier mot enfin. Le congrès se clôt, comme le veut la tradition, par le chant de l'Internationale. Mais le lendemain, grâce aux soins de la commission d'organisation, les congressistes vont se rendre au jardin botanique et visiter le musée de Montpellier, où quelques professeurs d'université vont leur dispenser une série de conférences sur des sujets pouvant les intéresser. Une sorte de journée d'études avant l'heure en somme, et je voulais terminer là-dessus. Merci.